Retrouvez l'émission Mes Data et moi, Infox, la nouvelle épidémie du web avec Maïf. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le grand plateau de l'Altis Campus ce soir pour cette émission Mes Data et moi. Alors c'est à suivre en direct sur le Facebook Live de BFM Business, ce sera également à suivre sur le Facebook Live et le site de Libération, puis sur le site de BFM Business à partir de jeudi matin avec mes invités pendant 1 heure. Nous allons tenter de comprendre ce qu'est une fake news, comment on peut lutter contre ce phénomène dont on sait tous désormais qu'il est de plus en plus important et régulier. Pour nous aider évidemment, les spécialistes et une étude de la Maïf sur laquelle nous avons travaillé, étude réalisée auprès de 4000 personnes avec, vous allez le voir, en tout cas j'espère, vous allez le comprendre, des constats parfois édifiants. Ce soir, une première question ce soir, évidemment, avec mes invités. Laurent Geoffrin, directeur de la publication de Libération. Bonsoir, merci d'être là. Frédéric Simotel, rédacteur en chef de BFM Business. Bonsoir, merci d'être là. Frédéric. David Lacomblède, président, je me tourne du bon côté, pardon, président de la Villa Numéris, qui est un laboratoire, si je devais résumer, laboratoire d'idées sur l'économie numérique. Et Baman Ajang, psychologue cognitiviste. Merci beaucoup, messieurs. Première question à Frédéric Simotel, dont on va dire qu'il est le spécialiste. C'est quoi une fake news ? C'est un fléau, d'abord, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. Mais oui, c'est une fausse info qui est dépourvue de tout fait vérifiable. Voilà. Et qui a mais qui, c'est ça son vice, c'est qu'elle est tout à fait, elle apparaît tout à fait vraisemblable. Donc c'est ce qui nous met tous un peu dans l'erreur. C'est une info qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, se répand à la vitesse d'une petite flamme là, sur une mèche incendie. C'est une fausse info qui est trompeuse, hein, j'ai dit, ça s'appuie sur parfois des choses vraies et ça se déploie derrière. Et puis c'est une info qui est fabriquée pour nuire, pour différentes raisons, pour nuire de façon financière, pour nuire de façon politique, pour apporter des fausses informations. Enfin, dernière chose, c'est une fausse info qui peut être une info écrite, mais qui peut être aussi une photo, qui peut être une vidéo. Et on va le voir aussi ce soir. Aujourd'hui, on peut même camoufler, enfin faire dire des choses à des personnes, même en vidéo. C'est ce qu'on appelle deepfake, c'est l'étape ultime de la on fait des faux gestes avec les lèvres, on appuie un faux texte sur une image vraie. Question forcément au directeur de la publication, Laurent Geoffrin. Quand on est à votre poste, la fake news, c'est le danger principal désormais ou c'est un danger qu'il faut plus prendre en compte qu'avant ? C'est un danger permanent, bien sûr. Mais bon... on ne publie rien, enfin c'est la règle, qui ne soit vérifié. Autrement on ne fait pas notre travail, quoi. Donc ça sert éventuellement d'alerte, parce qu'il arrive que des choses qui circulent sous forme d'informations incomplètes, tronquées ou de rumeurs, finalement deviennent vraies si on les vérifie. Mais l'erreur serait de prendre ça au pied de la lettre, comme pour argent comptant. Donc on s'efforce constamment de se méfier et d'attendre d'avoir les confirmations, les vérifications, les croisements, pour confirmer. La définition vous convient ? Une fausse information avec une volonté de manipuler. Et Frédéric l'a très bien dit, ce qui distingue de fausses informations parfois qui sont faites au corps défendant des journalistes parce que peut-être ne l'auront-ils pas suffisamment vérifié. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement, alors c'est la question que je vous posais. On était dans l'erreur. Xavier Dupont-Ligonnès, c'est pas une fake news. Excusez. Xavier Dupont-Ligonnès, ce n'est pas une fake news. On est d'accord. Les journalistes, d'ailleurs, ont fait leur mea culpa en reconnaissant qu'il y avait eu un défaut de vérification pour le moins. La fake news, c'est vraiment une intention de manipuler à des fins idéologiques ou mercantiles. Baman Ajang, là aussi, vous êtes d'accord avec la définition, pour l'instant on est évidemment dans le périmètre de savoir ce que c'est vraiment une fake news, ça correspond à l'idée que vous en faites ? Oui, je pense que la discussion a bien démarré dans le sens où on a commencé à préciser un peu ce que c'est. La dimension d'intention, selon moi, oui, est tout à fait importante. Le mot fake news a tendance à regrouper tout un tas d'événements et je pense que c'est important de les décortiquer, notamment de distinguer quand il y a une intention et quand il n'y en a pas. Il y a d'autres cas qu'on appelle de dérive médiatique, c'est quand des informations erronées, qui manquent de précision, par exemple dans le domaine de la santé, se diffusent pendant un certain temps et ça peut mettre jusqu'à... il y a un cas connu où l'OMS a mis 2 semaines avant de pouvoir vraiment éteindre cette diffusion d'informations fausses, mais qui n'avaient pas l'intention d'être fausses. On reparlera notamment des campagnes anti-vaccins qui sont l'objet d'intérêts complètement divergents. Ça sert à quoi au final une fake news, Frédéric ? C'est manipuler l'opinion ? C'est ce qu'on a vu par exemple sur le Brexit avec des fausses informations qui circulent en permanence ? Oui, c'est manipuler, c'est désinformer. Ça peut être aussi pour récupérer. On a vu des cas aussi de fake news dans le domaine financier. On fait croire, tiens, c'était le fonds BlackRock qui avait diffusé une information comme quoi
ils allaient abandonner de soutenir le soutien d'entreprises qui travaillent sur les énergies fossiles. C'était faux, et pourtant tout avait l'air de vrai. Donc c'est ça, c'est recherche davantage, c'est du trucage. Et oui, il peut y avoir derrière une intention pécuniaire aussi, de récupérer de l'argent de façon ou d'une autre, faire baisser un cours d'action, racheter des actions, et puis ensuite l'action remonte une fois qu'on a prouvé que l'info était fausse. On l'a vu il y a plusieurs mois, on l'avait vu avec c'était Vinci qui avait diffusé un communiqué qui est arrivé en disant le directeur financier a été renvoyé, les comptes ne sont pas validés, et en fait le cours a perdu 18%. Et puis le temps qu'on rappelle, alors c'était très bien fait, on rappelait, il y avait un numéro à rappeler, ça tombait sur les pirates en question, et puis au final l'action a fini par remonter, après plusieurs semaines, à remonter à son taux initial, mais entre-temps elle avait perdu 18%, rattrapé 18%. Bon, quelqu'un peut spéculer. Laurent Geoffrin et David Lacombelle. Ça peut être aussi une chose qui est vraie, mais qui est interprétée. Ça arrive. Prenons l'exemple de Notre-Dame. On voyait effectivement sur une image une silhouette avec une espèce de chasuble marcher au premier étage au moment de l'incendie. C'est l'interprétation, parce que ça, c'était vrai. Il y avait vraiment quelqu'un qui marchait. Ça a été interprété comme on voit bien qu'il y a un musulman là-bas qui est en train de marcher, donc sous-entendu, c'est lui qui a dû allumer le feu. Attentat islamiste, attentat islamiste. Donc il nous a fallu une journée, c'est long, pour nous, pour démontrer qu'en fait c'était un pompier. David Lacombelle. Il faut bien voir que c'est également un marché. Il y a des personnes qui vivent, et qui vivent bien d'ailleurs, à raconter n'importe quoi à longueur de journée, parce qu'il suffit de poster quelque chose qui va vous sidérer, qui va vous retenir votre attention pour avoir une audience, et cette audience va être vendue en matière publicitaire, par exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, par le nombre de clics sur mon site, par exemple. Exactement, par le jeu de la vente de publicité sur Internet. Vous êtes annonceur et vous vous retrouvez à financer, sans même le savoir, des sites de xénophobie, des sites de nazisme, j'en passe, et des pires, et sans même le savoir. Et donc, on estime, dans une étude qu'on a faite au sein de la Villa Numéris, que sur un marché d'1 milliard d'euros dans la publicité numérique aujourd'hui en France, 5 millions financent directement des sites de fake news. Alors, vu du marché, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup. Autant vous dire que, vu de la part de personnes qui n'ont que ça à faire à longueur de journée, c'est une manne financière quand même disponible pour raconter n'importe quoi. Baman Ajang, est-ce qu'on peut détecter ces fake news ? Est-ce qu'il y a des signes extérieurs pour les identifier ou tenter, ou avoir un doute, simplement ? Oui, là, on a évoqué des fake news dans différents domaines. Moi, j'ai évoqué rapidement la santé, il y a le domaine politique, le domaine financier. En fonction des domaines, il peut y avoir il y a un point commun de recettes, entre guillemets, pour essayer de repérer des fake news. On l'enseigne d'ailleurs à des enfants d'école primaire en préconisant, et j'en fais partie, en disant que c'est important de travailler sur l'éducation aux médias, le développement de l'esprit critique. Donc il y a des leviers pour agir. Et je pense qu'un des intérêts que soulève toute cette question, les effets collatéraux positifs de tout ce phénomène, serait d'éveiller la conscience du plus grand nombre sur la nécessité de se former maintenant et d'avoir un rapport critique aux informations qu'on traite. En tant que psychologue, je m'intéresse au traitement de l'information et à l'impact des nouvelles technologies. Les fake news, ça vient être le symptôme d'évolution de la société, selon moi. Et c'est ça qu'on doit aussi questionner. Laurent. C'est un mécanisme assez pervers, parce que ça ne met pas seulement en jeu l'émetteur. C'est chacun, vous, moi, tout le monde, favorise les informations qui vont dans le sens de nos préjugés ou de nos convictions. Et donc, si on est très anti-musulman, par exemple, on a tendance à penser qu'effectivement, le type qu'on voit marcher au premier étage de Notre-Dame est effectivement un terroriste islamiste. Alors que il n'y a pas de complot derrière pour le faire croire. Mais celui qui a une conviction très affirmée, il sélectionne inconsciemment les informations et il retient celles qui vont dans son sens. Et donc, c'est pas seulement un esprit critique, c'est un esprit d'autocritique. Il faut être capable d'aller contre son propre jugement initial, être capable de le changer, ce qui demande une abnégation morale. C'est compliqué de faire ça. Et donc, là aussi, l'action d'éducation est à double sens. Il faut que les gens s'éduquent eux-mêmes aussi. David Lacombelle et Baman Ajang. Il faut bien voir que les fausses informations, pour la plupart, sont partagées de manière intentionnelle par les personnes qui le font,
non pas pour partager une fausse information, mais ça m'a fait rigoler et je la partage avec mes amis, ne serait-ce que pour peut-être me libérer aussi d'un poids. Et puis j'ai bien reconnu que c'était une fausse information. Mes amis ne sont pas plus idiots, ils vont bien le voir aussi. Sauf que j'oublie qu'au passage, je lui ai donné du crédit qui est mon crédit et ils auront tendance à ne plus voir la source originale. Et c'est comme ça que vous retrouvez avec des gouttes d'eau qui se transforment en boule de neige et en avalanche à la fin. Une fausse information est partagée 6 fois plus vite qu'une vraie information au seul fait qu'elle est sidérante. Mamana. Oui, j'avais 2 choses à dire. Là, je vais rebondir sur ce que vous venez de terminer d'évoquer. Il est vrai que les fake news, notamment sur Twitter, il a été prouvé qu'elles se diffusent 6 fois plus rapidement qu'une information Une véridique étude du MIT. équivalente. Mais il faut aussi, donc là on parle de la propagation, mais si on prend le contexte global d'Internet, les études montrent que ces phénomènes sont des phénomènes réduits. La totalité des fausses informations qui avaient été diffusées pendant 2 ou 3 mois lors de la période électorale aux États-Unis correspondait à 0,006% de l'activité totale des internautes américains à cette époque-là. Donc il faut aussi faire attention aux grands chiffres de l'Internet. La vitesse de propagation, tout à fait, mais l'impact en termes de proportion du web total est infime. Ça a changé votre métier ou votre façon parfois, Laurent, de le vérifier? C'est-à-dire qu'on imagine que vous n'êtes pas tout jeune dans le métier. Ce qui a changé, c'est que... On a le sentiment que c'est plus fort, en tout cas plus rapide. Ou plus les puissant, réseaux plus sociaux impactant. fonctionnent pour nous comme un système d'alerte. Mais c'est un système qui n'est pas fiable. Il est fiable une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 10. Donc on est obligé d'en tenir compte, parce que bon, sur Twitter se répand, par exemple, l'information comme quoi il y a eu un attentat. Alors, immédiatement, on est en alerte. Et alors, normalement, on devrait attendre l'AFP, mais l'AFP, justement, elle vérifie. Elle vérifie, elle fait son travail de journaliste. Donc, ça prend du temps. Et donc, il faut se méfier, comme de la peste, de la précipitation en cette matière. Tant que ce n'est pas sourcé de manière fiable ou croisé, c'est-à-dire avec plusieurs sources, il ne faut pas en parler. Oui, puis c'était fait un peu café du commerce. C'est qu'auparavant, on pouvait lire un article dans l'un des médias, puis on pouvait ne pas être d'accord avec le journalisme. Voilà, alors, soit on écrivait au journal, ça arrivait de temps en temps, soit on le gardait un peu pour soi, ou on en parlait avec 2-3 proches. Là, aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec le journaliste, on s'en répand sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir trouver une communauté qui vont dire « Ah mais oui, et là, ça y est, c'est parti, ça part en s'amplifiant. » En gros, le problème, c'est le partage et l'écho, c'est ça, de cette information, qu'elle soit vraie ou fausse. Ça vient appuyer sur des tendances humaines très anciennes, notamment aussi la rumeur. Dans le domaine politique, les études tendent à montrer que l'impact des fausses informations n'est pas aussi important qu'on ne le craint, qu'on ne le fantasme, mais au niveau quotidien de ce qu'on peut appeler des rumeurs, sur WhatsApp, on sait que, notamment en Inde, il y a eu une rumeur qui partait comme quoi il y avait des violeurs qui sortaient de prison, et ça s'est traduit par la mort d'innocents, parce que ce phénomène de rumeur a pris un impact énorme sur l'étage conversationnel du web. WhatsApp, les fils de discussion. Et le problème supplémentaire, c'est que les gens se regroupent par affinité. Oui. Et donc, vous retweetez ou vous likez une information, vous l'envoyez à vos proches, ils pensent comme vous de toute façon. Donc de ce point de vue-là, les réseaux sociaux, c'est l'anti-communication. On ne communique qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Donc on est sûr de pas être Vous allez contredit. commenter ceux qui vous sont parfois opposés, mais le flux d'informations va plutôt dans votre sens. Oui, c'est ça. Et on n'a pas la contradiction naturellement, puisque tous ceux qui sont autour pensent pareil. D'autant plus qu'on est dans un pays qui aime bien se confronter, c'est blanc ou noir, et qui ne prête pas à une éducation où on écoute l'autre et finalement on bâtit sa réflexion, comme dans des pays anglo-saxons, et qui peut conduire à une sorte de consensus sur de l'information. Parce que la vérité en soi ne veut pas dire grand-chose, mais la véracité des faits est née d'un consensus. Si on pense tous la même chose à un moment alors que c'est faux, ce n'est pas pour autant une vérité, et inversement. Une dernière question sur cette thématique. En préparant cette émission, je réfléchissais au 11 septembre et à toutes les thèses complotistes qu'on a vues fleurir sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de l'ordre de la fake news, selon vous, Manager ? Alors, c'est un domaine connexe, mais il faut bien faire les distinctions. Fake news, on a beaucoup parlé d'intention de diffuser et d'avoir des effets délétères, des intérêts pécuniaires. Là, on parle plutôt du conspirationnisme. Et là, la plupart de ceux qui diffusent cette vision des choses sont convaincus et essayent de convaincre les autres. Donc il y a des analogies dans l'analyse, il y a des grandes distinctions à faire. Le point commun, c'est quelles informations sont visibles, présentes sur Internet. Dans le domaine du conspirationnisme, il y a un phénomène qui est étudié, qui est mis en avant par des personnes comme Gerald Bronner, qui indique que dans la vie réelle, quand on veut
convaincre quelque chose de quelqu'un, on peut être plus ou moins convaincant. Sur Internet, il y a des phénomènes, des dynamiques de groupe qui se passent qui font que ça fait caisse de résonance. Le nombre de médiateurs, de contributeurs à Wikipédia sont infimes et ils occupent un quart du contenu de Wikipédia. Dans le domaine du conspirationnisme, les personnes convaincues sont peu nombreuses, mais sont très actives. Et les personnes qui en face veulent apporter la contradiction sont beaucoup moins nombreuses et moins motivées. Donc ça, c'est un phénomène humain, dynamique sociale, qui se développe, qui fait caisse de résonance sur Internet. Donc on peut dire que ce phénomène est beaucoup lié à l'Internet. Ouais, pour avoir regardé ma fiche Wikipédia récemment, il y avait beaucoup d'erreurs. C'est pas moi qui les ai écrites. Il y a des gens qui connaissent mieux ma vie que moi, mais ça me fait toujours plaisir. Mais vous étiez présenté beaucoup mieux que vous l'êtes en J'étais réalité. vraiment mieux, oui. C'est exactement. Laurent Geoffrin me connaît bien, c'est pour ça. Oui, allez-y. Sur le 11 septembre 2001, il faut bien voir qu'on était dans un état de sidération, à regarder une tour tomber, une autre, et presque à attendre une troisième. Donc il y avait cette émotion intense qui a contribué à cette telle caisse de résonance. Moi, je me souviens bien, j'étais patron d'un grand média d'information à l'époque qui s'appelait Wanadoo Actu, donc c'est vous dire si ça commence à dater. Et effectivement, on a pris le parti de diffuser les informations telles qu'elles étaient en télévision et par l'AFP, donc quelque chose de très vérifié. Et on a pris aussi le parti de raconter une histoire telle qu'elle s'écrivait à l'époque sur des blogs. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et la réalité, c'est qu'on avait 24 heures d'avance dans ce qui s'écrivait dans les blogs. Et autant vous dire qu'on n'a pas fait d'audience parce qu'on n'était pas au rendez-vous de la multitude et de la masse. Et donc, c'est tout le métier du journaliste aussi que non seulement de vérifier l'information, mais de la séquencer et de la raconter surtout. Voilà pour cette première partie. Vous restez avec nous, le jingle, et après on passe au décryptage de ces fake news. Laurent Geoffrin, c'est l'information, puisque vous me taquinez, je vais vous taquiner. Étude de nos amis de la Maïf, nos partenaires ce soir, 52% des Français considèrent qu'il y a beaucoup d'informations erronées dans les médias traditionnels. Est-ce qu'au fond, il n'est pas là le problème ? Dans le manque de confiance ou dans le manque de qualité J'ai des une médias protestation sur ce... J'ai lu ça. Si on prend l'indice de confiance global du public à l'égard des médias, il est bas, c'est un problème, mais ce sont les réseaux sociaux et Internet qui arrivent tout à fait en queue. Clairement. Quand vous avez, Donc on est à 12%, je crois que c'est la radio qui est à ensemble. 50%, la presse écrite à 44%, ensuite vient la télévision, ensuite, j'en oublie un, et ensuite à 20%, 26%, je crois, c'est Internet. Donc quand on dit c'est de la faute des médias traditionnels, je trouve ça un peu bizarre. Je repose la question différemment. On pourrait dire le contraire, mais c'est de la faute d'Internet d'abord, et ensuite des médias traditionnels. Je repose la question différemment à nos invités. Si ce taux de confiance était de 90%, le taux de confiance envers les médias traditionnels est de 90%, est-ce qu'on serait encore ce soir à parler de fake news et notamment de leur importance sur les réseaux sociaux, messieurs ? Est-ce que le problème n'est pas là ? Alors, Oui, en partie là, c'est vrai. Si vous aviez posé la question dans la même question de savoir si vous aviez confiance dans vos amis ou votre famille, très certainement le taux de confiance serait beaucoup plus élevé. C'est bien là le problème, c'est que vous avez confiance dans vos proches qui s'expriment principalement sur ces réseaux sociaux. Et donc, sans voir que ce sont des mêmes personnes qu'il s'agit. Et donc, il y a ce biais permanent, effectivement, et ce n'est pas la machine qui est en cause, c'est bien les personnes qui le manient, c'est-à-dire tout à chacun. Et y compris parfois des journalistes qui s'en sont servis très longtemps, comme des salles de rédaction. On mettait une information au milieu et puis on attendait de voir comment ça revenait. Parfois, c'est revenu un peu en boomerang. Depuis, ils ont appris à dompter en quelque sorte la machine, avec néanmoins cette exigence d'aller chercher leur information au-delà. Quand vous avez un journaliste sur deux qui vous déclare que sa principale source d'information est Google, ça pose d'entrée un problème puisqu'il se met au même niveau, en quelque sorte, que ses lecteurs. Baman Ajang, j'ai lu un ou deux articles et un ou deux interviews auxquelles vous avez participé et vous mettez en avant ce qu'on appelle l'auto-vérification, l'auto-responsabilisation. Ça peut aider aujourd'hui véritablement ? C'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, qu'on doit promouvoir, qu'on doit préconiser en permanence ? Oui, je pense que c'est une nécessité. Je ne suis pas du tout le seul. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la société évolue. Comme vous l'évoquiez, de plus en plus de personnes créent, diffusent, passent des informations. Et il y a une défiance envers les grands organes de presse. C'est pas comme il y a 100 ans quand on faisait confiance à tel grand organe de presse. Je pense qu'il faut davantage se préparer, se former, éduquer les jeunes, mais aussi les adultes. Quand on voit les exemples d'ateliers où on intervient auprès des jeunes, les adultes apprennent et se rendent compte qu'il ferait bien aussi de suivre un peu et d'apprendre ce que c'est que le poids de la preuve, un point de vue, l'objectivité, la subjectivité, le cadrage dans une photo, la contextualisation, tout un tas de choses qui, selon moi, doivent plus seulement être des savoir-faire professionnels qui doivent se diffuser.
On reparlera de l'éducation, évidemment, Frédéric. Non, puis remettre aussi au centre les scientifiques, les économistes. Pour nous, chez BFM Business, voilà, on est beaucoup sur l'économie, sur la science, et souvent, on perd un peu de vue l'importance qu'ont les scientifiques quand ils sortent des études. Voilà, tout de suite, il faudrait vraiment leur apporter cette crédibilité qu'ils ont. Hein. Ils s'appuient sur des chiffres et tout ça. Et on sait qu'aujourd'hui, le président du CNRS, Antoine Petit, se bat contre ça, même à l'intérieur de ses propres équipes, qu'il n'y ait pas de sortes de fake news scientifiques, des scientifiques qui vont un peu arranger la vérité parce que pour aller dans le sens de leur théorie, il y a un petit résultat, ils vont un peu le mettre de côté parce que ça allait à l'encontre de ce qu'ils voulaient démontrer. Et tout ça, le CNRS le combat, non pas parce que c'est des fraudeurs, il y a une fraude, c'est certain, mais surtout pour qu'on ait vraiment confiance aussi dans tous ces scientifiques, ces économistes. Alors, Geoffrin. Il faut pas tourner autour du pot. Les journalistes sont responsables aussi. Parce qu'on a commis à certains moments des erreurs spectaculaires. Elles ne sont pas nombreuses, en fait, quand on regarde bien. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans les journaux. Si vous aviez un exemple, l'exemple qui m'a le plus heurté, c'est l'affaire Baudis. Puisque Dominique Baudis a été accusé de participer à des parties fines extrêmement violentes, sadomaso, etc. Il n'avait absolument rien fait. On se souvient notamment de son interview sur le journal de TF1. Il est venu à TF1, comme il transpirait, tout le monde a dit il est coupable. C'était un fort raisonnement. Quoi. Et toute la presse a marché dans cette combine. C'est-à-dire qu'il y a une raison à ça. Quand on analyse les sources, on comprend comment les journaux se sont fait avoir. Mais il se trouve qu'ils ont accusé ce pauvre Baudis de turpitude invraisemblable et qu'il a fallu des mois et des mois, enfin des semaines en tout cas, pour que la vérité, finalement, éclate. Donc les gens s'en souviennent de ça. Il y a l'affaire d'Outreau. Il y a une affaire encore spectaculaire à l'origine, au moment de la guerre du Golfe, où on a mis des fausses images pour illustrer une marée noire qui n'existait pas, d'ailleurs. C'était horrible, absolument. Et il y a un autre phénomène qui est plus politique, c'est que au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen, en 2005, la plupart des journaux, ils ne se sont pas concertés pour le faire, mais ils se sont prononcés pour le oui au référendum. Et la moitié des Français au moins, même plus, ils étaient contre. Ouais. Donc, ils se sont dit, mais ces gens-là, ils sont complètement coupés des réalités. Ils sont tous pour un traité dont nous, en tout cas pour 50 et quelques %, on ne veut pas. Donc ils ne sont pas fiables. Et donc ces erreurs-là sont spectaculaires et elles restent dans les mémoires. Alors que si on analyse vraiment le contenu des journaux au jour le jour, si vous prenez Le Monde, Le Figaro et Libé de ce matin, vous n'allez pas trouver beaucoup d'erreurs. Il y en a assez peu. En plus, quand il y a une erreur, il y a quand même une sanction, c'est qu'il y a les droits de réponse. Le droit de réponse est 2 droits, on est obligé de le publier. Et puis si jamais l'erreur met en cause l'honorabilité de quelqu'un, ou s'il est vraiment fausse et qu'elle cause des dommages, on est condamné en justice. Et on peut être condamné sévèrement. David Lacomblène. Alors l'erreur est permise, bien sûr, mais répéter, ça devient une faute. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui dans un espace médiatique où vous devez être dans l'instantanéité. Bill Clinton, il y a 20 ans, disait « Moi, j'ai 20 minutes avant de prendre une décision. C'est le temps de rétention des nouvelles financières. Et donc, ça me permet de réfléchir et d'avoir une nouvelle. » Aujourd'hui, vous êtes sommé de prendre une décision dans la seconde. Et si je vous demande une réaction maintenant sur un sujet que vous méconnaissiez il y a 2 secondes, il y a peut-être une chance pour que vous commettiez une gaffe. Et en plus, cette gaffe reste gravée à vie dans le marbre numérique. Et donc c'est là où il y a effectivement cette difficulté permanente. Si vous rajoutez à cela une immixtion permanente entre les contenus éditoriaux et la publicité, qui font que vous avez des journalistes qui sont contraints d'avoir des images un peu plus incitatives, des titres un peu plus accrocheurs pour apporter de l'audience, et en face des annonceurs qui veulent raconter des histoires, nouer un dialogue, ce sont pour le coup des principes de journaliste. Et donc vous êtes dans un match à front renversé dont il est parfois difficile de distinguer ce qui est le vrai du faux, notamment. Frédéric. Et puis pour se donner aussi encore quelques coups de fouet sur les journalistes, il y a eu un faut pas que vous battiez trop. Non, mais il y a eu un... C'est rare, on peut le faire. C'est un peu pour être crédible. Voilà. À la sortie du plateau, il y a eu aussi un phénomène économique, c'est que les rédactions se sont compressées, il fallait continuer à faire... Et c'est pas par hasard si aujourd'hui on a de moins en moins de journaux, c'est qu'on demandait parfois à certaines rédactions, il fallait aller vite, il fallait sortir l'info, et ça demandait... Et souvent, les journalistes
passer outre les 2-3 vérifications d'usage, ou alors ils vérifiaient sur une seule source sans aller aux autres, voire ils ne vérifiaient pas du tout, ils prenaient ce qui arrivait sur Internet, et ça on l'a vu sur des médias Internet, et aujourd'hui c'est pas par hasard si quand on sort la liste des médias crédibles, on retrouve les quelques noms. Voilà, il y en a qui se sont un peu tués aussi là-dedans, juste moins de journalistes, il fallait écrire toujours autant, et du coup on vérifiait moins et on se laissait avoir par de fausses informations. Jean, je vous voyais opiner. Vous êtes Oui, d'accord je suis d'accord avec tous ces constats-là. Je pense qu'on peut mettre le mot de marchandisation de l'information. L'important, c'est de poser tout ça dans un cadre un peu plus global avec une question éthique. Quand on diffuse de l'information, ok, il faut que ça touche un public, mais il y a une notion d'intérêt général, il y a une notion d'intérêt sur la factualité. Le fait que les définitions d'une information, c'est que ce soit factuel, vérifié, recoupé, et que ça vise un public. Le seul point commun qu'a l'information avec les fake news, c'est le fait d'intéresser un public. Les deux autres composantes sont absentes. C'est pour ça que c'est de la fausse information, c'est de la désinformation. Est-ce que par essence, par nature, il y a un côté plus manipulateur dans la fake news que dans l'information qu'on pourrait trouver sur un média traditionnel? Dans les catégories qu'on appelle fake news, les informations erronées, biaisées, fausses, diffusées avec intention font partie des catégories fake news, et c'est très différent. Oui, tout à fait. David Lacombe. Oui, d'autant plus que c'est fait de manière très maligne, au sens du malin, du mal. Il y a une recrudescence en matière de pseudosciences actuellement. Vous voyez quand même qu'on a des débats désormais dans des familles sur le fait de savoir s'il faut ou non se vacciner. Donc ça veut dire que vous avez des phénomènes à l'œuvre qui dépassent largement Internet et qui s'immiscent dans le débat public. Il y a aujourd'hui des phénomènes sur les entraves à l'interruption volontaire de grossesse, notamment, où vous avez des sites qui, sous tout, avec de bons abords, qui vous prennent des femmes par la main et qui, pendant des mois, vont faire mine de leur expliquer des choses et qui vont les détourner après et entraver leur propre réflexion et ce qu'elles voulaient faire en leur âme et conscience. Laurent Geoffrin, encore une fois, directeur de la publication, journaliste connu et reconnu. Comment, aujourd'hui, vous vous situez par rapport à ça? C'est-à-dire que vous vous dites en permanence, c'est une attention particulière, vous dites cette information-là, cette photo-là. Oui, mais ça, c'est un mot d'ordre que tout le monde a intégré au journal. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir la vérification avant d'y aller. Quand il y a... Je reprends l'exemple du terrorisme. Vous avez un acte horrible qui est commis. On attend, alors on se fait engueuler parfois parce qu'on nous dit mais vous êtes trop lent, vous êtes trop lent, etc. On dit attendez, avant de dire que c'est terroriste, il faut bien vérifier que le suspect ou l'assassin reconnu a bien des motivations de ce genre. Alors donc on attend. Et souvent, comme on est dans la version print, dans le journal qui sort le lendemain, l'information n'y est pas. Alors que pendant la nuit, ça va évoluer. Mais c'est parce qu'on refuse de prendre le risque de qualifier d'une certaine manière une chose qui serait d'une autre manière. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question qui me vient en écoutant Laurent. Est-ce que dans la volonté des auteurs de fake news, il y a aussi la volonté de déstabiliser ou de toucher les médias traditionnels? Est-ce que c'est une volonté? Bien sûr, et ils créent eux-mêmes leurs médias. Lisez le rapport des ministères de la Défense et des Affaires étrangères français qui pointent du doigt, et en matière assez peu diplomatique, un certain nombre de pays, dont la Russie, qui est un pays qui a été très présent dans tous les scrutins à travers le monde, que ce soit en France en 2017, le Brexit, on en parlait, les élections américaines, et qui aujourd'hui a parfaitement intégré la manipulation d'informations comme une arme de guerre complémentaire à des actions militaires. Frédéric, oui, pardon. Ce qu'il faut rajouter quand on évoque cela, c'est très important, et c'est là où des études et la psychologie et les sciences politiques viennent nous aider, c'est dans quelle mesure une fausse information qu'on lit, dans quelle mesure elle nous impacte, dans quelle mesure elle influence notre vote ou notre comportement. Ça, c'est compliqué à prouver. C'est quasiment inquantifiable, en fait, c'est tellement personnel. C'est compliqué, et avec le recul, parce que les fake news sont un phénomène qui fait caisse de résonance, mais qui est ancien. Donc, le comportement d'une personne face à une fausse information dans le domaine politique, les études montrent que ça n'a quasiment pas d'impact, sauf les personnes qui n'ont pas encore fait leur choix de vote, par exemple, et qui se voient diffuser des informations qui sont habiles et qui peuvent les faire basculer. À part ce domaine-là, dans le domaine des sciences politiques, les études montrent que c'est compliqué de déterminer ça.
Après, on a parlé du rôle des médias, des journaux, voilà, des radios, des télés, mais il y a aussi le rôle des réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, on voit, ça y est, les Facebook, Twitter, tout ça commence à On va en s'interroger. parler dans un instant. Commence à s'interroger sur ces sujets-là. Il faut aussi relativiser une petite chose, c'est que ce débat est né avec la presse, pratiquement. Et les cas de fake news célèbres sont légion dans l'histoire. Pendant la guerre de 14, le public a vite compris que ce qu'il lisait dans les journaux, C'était faux, de la c'était manipulation du politique. bourrage de crâne. Ouais. L'expression est venue de cette époque-là. De même que dans les années 30, l'outrance, la haine et le mensonge étaient monnaie courante bien plus qu'aujourd'hui dans les journaux. Ça n'a rien à voir. Vous lisez des journaux comme Je suis partout, si on regarde dans les archives, c'est hallucinant de mauvaise foi et de nocivité, quoi. De la même manière, vous avez un journal qui avait annoncé l'élection d'un monsieur Dewey à la présidence des États-Unis à la une, avant d'avoir les résultats. Et donc il y a cette photo célèbre où on voit Truman, qui est celui qui a été élu, qui montre le journal où il y a marqué Dewey élu. Et le journal a fait faillite quand même. Ce qui est un peu normal. Ce qui est un peu justice. Allez. Frédéric, après on passera à une prochaine thématique. Oui, parce qu'on voit aussi, on parlait des réseaux sociaux, de tout ça, mais Laurent remontait un peu en arrière, mais souvenez-vous, à la naissance de l'email, quand on a commencé à tous avoir des emails particuliers, on a tous reçu des mails en disant attention, voilà, n'ouvrez pas tel type de courrier, ou alors attention au radar, ils prennent votre photo, mais en même temps ils s'intéressent. Enfin, on a tous reçu ce type de mail, donc on voit que dès qu'il y a un nouveau média, une nouvelle fenêtre, oui, il y a des choses qui s'immiscent, qui rentrent dans... C'est un peu toujours le dernier média qui arrive, qui trinque. Le cinéma allait tuer la lecture, le livre allait faire rentrer le diable dans la chambre des femmes, et on voit bien que, et on voit bien que, in fine, ça a au contraire libéré, et heureusement, les femmes. Merci à tous les quatre. Je vais garder Laurent Geoffrin avec moi. Merci beaucoup David Lacomblette. Merci beaucoup Bamanajan. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Dans un instant, dans la prochaine demi-heure, on va tenter d'évoquer les solutions face à cette problématique dont on a vu qu'elle était extrêmement prégnante. Je vais demander à Paula Forteza, Éric Léandri et Philippe Tovel de prendre votre place. Et je garde Laurent. À tout de suite. Allez, tout le monde va s'installer en direct, évidemment, tranquillement. Ça vous va comme débat, Laurent Geoffrin? Oui, vous voulez une note? Non, pas du tout. Nos invités sont... Alors, Paula Forteza, évidemment, comme toute bonne politique, se fait désirer. Bonsoir, merci d'être... Je vais commencer avec vous. Alors, je vais d'abord vous présenter Paula Forteza, députée de la 2e circonscription des Français de l'étranger, et un surnom, une geek à l'Assemblée. Ça vous va ou pas? C'est le surnom que j'ai trouvé sur vous. Éric Léandri, président et fondateur de Quant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Philippe Tovel, directeur adjoint de la communication à la Maïf. Je ne représente pas... Bonsoir. Je ne représente pas Laurent Geoffrin. Je vais commencer avec vous, Paula Forteza. Oui. Quand on parle de solutions face aux fake news, est-ce que la politique peut être la solution? Alors, je vais dire quelque chose qui est un peu contre-intuitif par rapport à une députée. Je vais dire que pas tout passe par la loi. En fait, la loi, elle peut servir à poser des grands principes, à cadrer une gouvernance, à donner des moyens à des régulateurs, des nouvelles fonctions. Mais après, ça va être plutôt des solutions techniques qu'il faudra accompagner, qu'il faudra tester, expérimenter, mettre en avant. Donc, on parlait dans la première demi-heure de comment beaucoup de personnes aujourd'hui, 60% des Français, consomment de l'actualité, de l'information sur les réseaux sociaux. Et là, par exemple, on a ces questions de bulles de filtre, où en fait, on voit que les choses qui sont déjà en accord avec notre façon de voir le monde ou qui confirment notre vision du monde. Et donc, il faut pouvoir casser cela, il faut pouvoir aller vers de l'altérité, vers de la diversité. Et il y a par exemple un tout petit outil qui s'appelle FlipFeed, et donc sur lequel on peut échanger notre fil Twitter avec quelqu'un qui a un tout autre profil. Et tout de suite, on se rend compte à quel point on est enfermé dans une vision du monde au quotidien. Éric Léandri sourit, il vous écoute, ça vous parle forcément? Oui, non, les bulles de filtre, ça me parle beaucoup, parce que c'est partout aujourd'hui sur Internet et ça pose de vrais soucis. Quelqu'un qui croit que la Terre est plate, pour donner un effet rapide, les platistes, écoutez, aujourd'hui, la Terre est plate. 21e siècle, la Terre est plate, je ne sais plus quoi dire, après, ça devient compliqué de parler science. Et pourtant, ils ont des blogs pour en parler. Alors,
Vous dites Quant, c'est le moteur de recherche qui respecte la vie privée. C'est un problème. Comment vous faites pour les fake news? Comment vous les empêcher? Est-ce que c'est une réflexion en amont? D'abord, on n'empêche pas les fake news, parce que je vous rappelle que la dernière fake news assez célèbre, c'est Monsieur Dupont de Ligonnès. On a dit que c'était pas vraiment une fake news. Non, mais c'est pour ça que j'essaye simplement de vous dire. Moi, ça m'arrange, comme j'étais à l'antenne, je préfère ne pas en parler. C'était facile. Le truc que je voulais vous dire, c'est, je pense, moi, qu'il faut commencer par apprendre les médias dès le plus jeune âge. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir toute la vue sur l'ensemble de l'information. Parce que Dupont de Ligonnès, je suis d'accord avec vous, au final, c'est pas une fake news. Certains disaient, on l'a, d'autres disaient peut-être, d'autres disaient, c'est pas sûr, d'autres ont dit, ah bah non, et ainsi de suite. Et donc, si vous n'avez pas l'ensemble, si vous avez juste une bulle de filtre, qui est la vôtre, à la fin, vous croyez que la Terre est plate, et vous inquiétez pas, les Martiens sont déjà là. Oui, a priori, ce ne sera pas le cas ce soir. J'aimerais l'annoncer. Mais c'est le principe. Parce que si vous passez votre temps à cliquer sur je suis un complotiste.com, je peux vous assurer que ça sera le premier et les premières réponses. C'est la première chose à régler. Après, techniquement, c'est très compliqué. Je voulais faire un petit point, une aparté. Facebook a décidé de garder les publicités, quelles que soient les publicités, qu'elles soient, je dirais, absurdes ou totalement vraies. Et Twitter a décidé de ne plus rien avoir du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le juste milieu qui consisterait à faire l'un ou l'autre, c'est pas facile du tout à trouver. Philippe Tovel, directeur adjoint de la communication à la Maïf. On a quand même l'idée qu'il faudrait sensibiliser le grand public, qu'il faudrait éduquer le grand public, que c'est ça la vraie solution de toute façon. En tout cas, à travers les différents dispositifs qu'on a mis en place, oui, on constate un vrai déficit d'acculturation au numérique, un manque de connaissance des codes pour justement décoder les mécanismes. Et ça, on peut le constater quels que soient les niveaux d'utilisation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise très bien, qu'on est très à l'aise avec les nouvelles technologies qu'on en comprend les mécanismes. Et c'est vraiment un enjeu essentiel parce que ça commence aussi par là, de bien comprendre comment fonctionne cette diffusion de l'information pour éventuellement détecter les fake news. Il ne faut pas non plus trop généraliser la dimension du sujet, mais en tout cas, il faut avoir ces réflexes de vigilance pour pouvoir vérifier une information quand on souhaite la relayer, quoi. C'est ce que vous faites au quotidien, Laurent, à l'IB. C'est la base du métier. Oui, mais parfois, c'est bon de le rappeler parce que, notamment quand on va sur les réseaux sociaux, on entend aussi beaucoup de critiques sur le parti pris des journalistes, sur la façon dont ils travaillent. Souvent, ces critiques sont le fait de gens qui ne sont jamais venus dans un seul journal, dans une seule télévision, pour voir comment ça se passe. Ça m'a toujours frappé, ça. C'est qu'on parle beaucoup de Libération, par exemple, y compris des universitaires, qui en disent beaucoup de mal. Ils sont dépendants d'un tel ou un tel. Je ne les ai jamais vus. Jamais vus. Ils ne sont jamais venus. Je ne connais pas, quoi. C'est un peu gênant, quoi. Ils vivent juste de l'extérieur. De manière très péremptoire. C'est en général beaucoup plus facile de marche juger pour tout quand le on ne connaît pas. Oui, c'est clair. Pour la Forteza, je voulais réagir. Je crois que plus largement, en fait, c'est en lien avec ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que on a des modèles d'affaires, des business models sur ces plateformes où on va mettre en avant, viraliser, diffuser des informations où les personnes passent le plus de temps possible pour après vendre des publicités derrière. Et donc, c'est en général les contenus les plus polémiques, les plus courts, ceux qui n'ont pas nécessairement été vérifiés. Et beaucoup de ça se fait aussi de façon automatique. On a cette question des bots, donc où on sait qu'entre 1/3 et 2/3 des fausses informations qui sont diffusées, par exemple, sur Twitter, le sont à travers des bots et donc qui le font de façon industrielle, de façon automatique. Et il y a des façons d'identifier aujourd'hui ces bots parce qu'on voit, par exemple, la régularité des tweets, on voit le type de langage qui est utilisé, on voit comment ils suivent d'autres personnes de façon très régulière, etc. Et on a aujourd'hui des plateformes qui permettent de détecter ces bots. Par exemple, l'ambassadeur du numérique en France, au Quai d'Orsay, a lancé une plateforme de ce type qui fonctionne très bien et tout un chacun peut s'en emparer. Éric Léandri, je vous laisse réagir, mais je vous pose en même temps une question. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance aux services internes de Facebook, Snapchat et Twitter pour empêcher ça? Alors, premièrement, les bots, très très bonne chose. Et le premier anti-bot, il est pas mal du tout, sauf qu'on va aller de plus en plus vers le deepfake. Donc le deepfake, c'est de l'intelligence artificielle utilisée pour faire des choses de plus en plus fausses et de mieux en mieux faites. Alors, l'intelligence artificielle... Souvent aussi le recours à une vidéo, c'est voir moi parler... On vous change la voix, on triche sur des choses et ça devient de plus en plus sympa. Juste, pour Facebook et les autres, en fait, s'ils mettaient autant d'argent
pour traiter ce genre de problème que traiter la publicité, parce que je peux vous dire un truc, vous essayez de placer un sac de grande marque et vous essayez de faire que ce sac soit, parce que vous avez la dernière publicité, vous essayez de la faire voir par tout le monde sans payer la publicité, je peux vous dire que ça va s'arrêter très très vite. D'accord. Parce qu'ils vont repérer la marque, ils vont repérer le sac et ils vont vous empêcher de la diffuser. Voilà. À l'inverse, si vous avez quelque chose qui est en train d'être diffusé des tas de fois, des centaines de milliers de fois et qu'on peut mettre de la publicité autour, il n'y a pas grand monde qui va l'arrêter. Donc là, je ne parle pas ni terrorisme ni rien. Donc le principe même du système qui consiste à dire plus c'est vu, plus je peux mettre de la publicité, plus je mets de la publicité, plus je peux faire de l'argent, ça ne doit pas aider dans ce système-là. Voilà. Donc je dirais simplement qu'il y a des endroits où les grandes plateformes doivent réfléchir. Je pense que ce qu'a fait Twitter, par exemple, ce qu'a fait Jack Dorsey en disant « moi, pas de publicité politique », c'est une façon de dire on va sortir de ce problème-là, au moins pour les élections, parce que c'est la démocratie, c'est peut-être le truc le plus important. Après, ce n'est pas forcément la solution à tout, et c'est loin d'être garanti. Maintenant, juste pour vous répondre, leur faire confiance là-dessus, c'est compliqué. Mettre en place des outils pour essayer d'améliorer les choses, c'est possible, mais je reviens toujours sur le même point. Ce que vous faites au quotidien, parce que c'est votre métier, il faut qu'on commence à le faire à l'école. Si vous n'expliquez pas aux enfants à l'école que ce qu'on est en train de vous raconter sur la Terre est plate et tout un tas d'autres choses, pas parce que vous le voyez 1000 fois que c'est la vérité, vous n'allez pas vous lever, vous, le matin, et commencer à écrire un blog sur le fait que la Terre est ronde. Ou alors les journaux vont être longs. À un moment, ça va être très long, puisqu'on va tout refaire à l'envers. Ouais. Donc, si on est en train de réfléchir à ça, commençons par cette éducation. Et deux, n'oubliez pas que tout le monde essaye de faire que les médias se prennent les pieds dans le tapis. Alors, il y a certains plongent devant la police, d'autres plongent devant les manifestants. On ne va pas dire que c'est les uns ou les autres, ça peut marcher des deux côtés. Mon truc aujourd'hui, c'est juste de dire, si les gens pouvaient voir l'ensemble de l'info, c'est marrant, l'ensemble de l'info tue l'intox. L'ensemble de l'info tue l'infox. C'est rare que tous les médias soient en train de dire tous n'importe quoi. En fait, c'est jamais arrivé. Philippe Tevel, oui, pardon, Philippe. Il y a eu une période, alors c'est différent maintenant parce qu'il y a eu une prise de conscience, mais les opérateurs, les GAFA, quoi, pour faire court, et au-delà, ont été d'une hypocrisie rare quand même. Parce qu'ils nous ont expliqué pendant des années que eux, ils étaient neutres, que eux, c'était comme la Poste. Ils n'ouvrent pas le courrier, donc ils véhiculent des messages dont ils ne veulent pas entendre parler. Moi, je me souviens d'avoir eu un procès, d'avoir été témoin dans un procès contre un des réseaux dont le site d'enchères vendait des boîtes de Zyklon B. Vous voyez ce que c'est le Zyklon B? C'est le gaz qu'on utilisait dans les chambres à gaz. Et il y a eu des associations juives qui ont fait un procès. On dit c'est honteux, vous vendez des Zyklon B. Réponse des responsables américains du truc, on dit mais nous, on ne veut pas le savoir, c'est le premier amendement, machin, etc. Et j'avais regardé ensuite un peu comment ils se comportaient. Ils avaient un règlement intérieur qui proscrivait la vente aux enchères d'animaux empaillés. Parce qu'ils avaient eu des ennuis avec des défenseurs des animaux. Et donc, ils avaient en fait privatisé la censure. Sous couvert de neutralité, ils censuraient eux-mêmes ce qui les arrangeait commercialement, ou ce qui pouvait les gêner. Mais pour le reste, ils n'avaient absolument aucune guideline, rien du tout, et tout était diffusé à l'égal. De même qu'à l'époque, quand vous alliez sur Google sur le 11 septembre, ce qui venait en tête, c'était les sites complotistes. Ouais, et ça remplissait toute la première page. Une question à Philippe Tevel. On a le sentiment, enfin en tout cas c'est mon sentiment, qu'il y a le temps de la fake news, il y a le temps de médiatique éventuellement pour la traiter, il y a le temps politique pour légiférer derrière, et qu'en gros, en fait, c'est cette différence de temps qui fait qu'au final, la fake news, elle vit et elle prolifère tranquillement. C'est aussi votre sentiment ? Oui, mais à un moment donné, on pourra effectivement définir toutes les réglementations possibles. Comme il y a plein de dispositifs possibles, les fake news peuvent prendre tellement de formes différentes que c'est vraiment cette attitude qu'il faut encourager. Et puis on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a une sorte de paradoxe où on a l'impression que notre vie numérique n'a pas forcément d'impact dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de faire une première étude sur tout ce qui était réputation et identité numérique. Il y a des gens qui se permettent sur les réseaux sociaux, alors que c'est un lieu public, de faire des choses ou de publier des choses qu'ils ne feraient pas du tout sur un média traditionnel ou dans la vraie vie. Donc il y a aussi cette notion de décalage où les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils peuvent faire dans le digital et ce que ça peut avoir au bout du bout, en effet de chaîne, sur des choix, par exemple, politiques. Éric Landry ? L'histoire de l'anonymat, il est drôle. Sur Facebook et Twitter, personne n'est anonyme. Et c'est anonyme parce que vous ne savez pas, il n'a pas mis son nom et prénom, mais eux, ils savent. Donc la réalité de cette histoire d'anonymat, à un moment, il va falloir mettre ça de côté et définir juste les règles
de ce qu'on peut dire en fonction des pays et de ce qu'on Mais peut ce pas sont dire. des noms qui ne sont pas sortis, même quand il y a des injures ou Mais des attaques. vous savez, moi j'ai vu des gens qui ne sont pas anonymes, mais qui sont cachés à l'autre bout du monde et qui disent des choses absolument inadmissibles, Totalement. qui insultent tout et qui font du révisionnisme total, qui nous insultent sur des tonnes de pages et que Bien vous ne sûr. pouvez pas poursuivre. Mhm. Et pourtant, ils ne sont pas anonymes. Hein. Le jour où je lui tombe dessus, on verra. Mais en dehors de ce point-là, pour le J'aime bien reste, votre ils ne réaction. sont pas anonymes. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est... Vous savez, le plus grand risque qu'on a tous, c'est la chose suivante. C'est si vous donnez aux plateformes le fait de gérer cette problématique de ce qu'on doit dire et pas dire. C'est exactement l'histoire de tout à l'heure. Zyklon B, oui. Les animaux empaillés, non. Non, je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner. Donc d'abord, de la loi, évidemment, du législatif, évidemment, de la technologie, évidemment, mais surtout, et je le répète, l'ouverture à tout ce qui existe, à l'ensemble des médias, sans justement mettre en avant les médias qui n'existent pas. Enfin, je veux dire, je suis complotiste ou je suis platiste, ça ne devrait pas sortir premier, quel que soit le moteur de recherche. Ça n'a pas de sens. Merci à tous les quatre. Je vais vous laisser repartir. Je vais regarder Madame Forteza avec moi. Merci d'avoir été là ce soir pour nous faire avancer. Merci beaucoup, Laurent. Un petit jingle et puis on parle d'éducation dans un instant. Ce sera peut-être la solution. On verra ce qu'on espère. Jingle. Allez, je vais accueillir sur ce plateau Serge Barbet, le directeur du Clémis, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Bonsoir. Sylvestre Ledru, représentant France de Firefox. Bonsoir. Et Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'infocom à l'Université Paris 2 et maître de conférence au CREM. Bonsoir. Merci, messieurs, de nous rejoindre. Une première question pour vous. Arnaud Mercier, je rappelle, professeur en sciences de l'infocom à l'Université Paris 2 et maître de conférence au CREM. Il faut éduquer, c'est la priorité aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est une des priorités, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité de régulation. Ça vient d'être dit auprès des GAFA qui ont une énorme responsabilité, en effet, puisqu'ils ne sont pas neutres. Et que c'est même pire que ça. Par exemple, c'est le cas avec Google et Facebook, ça vient d'être expliqué. Le fait que le placement publicitaire peut générer beaucoup de trafic incite des gens à faire des fausses informations. Donc l'éducation, oui, mais aussi effectivement un appel à la responsabilité. Et même, je dirais, un appel à la responsabilité de tous, parce que nous sommes tous responsables. Parce que quand on a un contenu qu'on trouve un peu douteux, on se demande si, etc., et qu'on se dit, oh, bon, ça, c'est peut-être pas vrai, mais on sait jamais, et que on like ou qu'on partage, etc. Eh bien, il faut qu'on prenne tous conscience qu'on participe à cette chaîne d'information. D'autant qu'un des effets pervers des réseaux sociaux, c'est que ça active très fortement ce qu'on appelle le biais cognitif de confirmation sociale. Mmh. Parce que quand on voit 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 partages, oui, vrai, on se dit « Ah bah tiens, je suis pas le seul à le croire. » Donc voilà. Donc du coup, il faut que tout le monde ait conscience qu'on participe à une chaîne qui devient une chaîne de persuasion, une chaîne d'influence, et que si chacun se dit « Non, quand j'ai vraiment un doute, je ne partage pas », eh bien ça casse cette chaîne d'influence. Quantité ne fait pas forcément qualité. Serge Barbet, je rappelle, directeur du Clémis, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. En gros, tout est dans l'intitulé. Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Il faut être éduqué pour traiter les médias, pour traiter l'information, pour la comprendre et pas être victime de ces fake news. Bien sûr, l'éducation aux médias et à l'information, c'est d'abord une éducation à la citoyenneté, c'est une école de la démocratie. À l'école, l'enfant va arriver et puis faire son cursus scolaire, il va éventuellement aller jusqu'au baccalauréat et à 18 ans, il aura sa carte d'électeur. Donc il devra se déterminer en tant que citoyen en fonction de choix. Et il est essentiel pour cela qu'il puisse être totalement formé à cet exercice du choix. Voilà ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information. Je crois qu'il est utile de le rappeler au moment où nous mettons cette éducation énormément en miroir avec l'information. Et là-dessus, je rappellerai juste une donnée. L'information médiatique n'est pas l'exact reflet de la réalité. Il y a une action de médiation dans le traitement de l'information, d'où la nécessité, effectivement, d'exercer cette éducation aux médias et à l'information pour que les jeunes puissent identifier, effectivement, les contenus qui leur parviennent. Paula Forteza, la réponse des politiques face à ces problématiques. Oui.
D'abord, je voudrais faire une petite parenthèse Dites. pour regretter d'avoir été la seule femme sur ce plateau C'était pas un ce soir. Alors, pour être très honnête, notre première invitée devait être une femme, mais elle était trop D'accord. fatiguée. Elle nous a prévenu un quart d'heure avant l'émission. D'accord, Voilà, très désolé. bien. Bon, ceci étant dit, donc sur l'éducation, moi ce que j'ai vu et qui marche très bien, parce que j'ai participé à des ateliers dans des écoles, c'est des jeux de mise en situation et de simulation. Donc il y a des jeux qui ont été développés par exemple à Cambridge, à la Sorbonne, où on se met à la place d'un propagandiste D'accord. et on met en place son armée de trolls et on comprend comment les informations en fait se répandent, se propagent et on voit l'impact que ça peut avoir sur l'opinion publique, sur un certain débat donné. Et donc ce fait de comprendre comment l'information se répand, se partage, fait qu'après on peut se protéger en fait des fausses nouvelles. Sylvestre Ledru, c'est-à-dire que la vie réelle peut parfois contrecarrer la vie virtuelle avec les fake news. Ça vous parle, vous qui êtes chez Firefox? Oui, complètement. On est dans un monde où l'informatique est omniprésente. On a tous nos téléphones qui nous traquent et qui nous suivent en permanence, quel que soit ce qu'on fait. C'est assez hallucinant de voir la quantité d'informations qu'ils accumulent et l'impact que ça peut avoir sur nos vies au quotidien maintenant. Comment on a le sentiment quand on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'en fait, avec ces moteurs de recherche, on est soi-même en vase clos, quoi. On a le sentiment de devenir un peu le centre du monde. Comment vous pouvez empêcher ça? En tout cas, Alors, en tout cas, donner les clés pour le décrypter et éventuellement empêcher ça. Alors, moi, je suis une formation d'ingénieur, donc je vais faire un petit propos d'ingénieur. En fait, sur Internet, vous avez plein de petits composants logiciels qu'on appelle des trackers qui vous suivent partout. La quasi-totalité des sites, maintenant, des trackers. Donc, il y a des logiciels comme Safari ou Firefox qui bloquent ces trackers. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous allez sur un site, si par exemple vous entendez parler des vaccins, vous allez lire la presse sur les vaccins. Après, vous allez voir une vidéo sur YouTube qui va vous traquer aussi. Et en fait, ces réseaux de trackers vont analyser que vous êtes intéressé en ce moment par les vaccins. Et après, si vous allez sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez voir des médias qui vont vous proposer des contenus douteux autour des vaccins. Évidemment, on est tous attirés par des choses un peu excitantes. Donc, c'est toujours plus intéressant de lire des choses qui font peur que de lire les vaccins, c'est bien. Et le problème, c'est pas vaccinez-vous. de les lire forcément, c'est de les croire. C'est d'avoir aussi le recul. Et là, on vient. C'est pour ça qu'on parle d'éducation. C'est-à-dire que je peux lire moi des choses ou aller cliquer sur quelque chose qui me dit ah bon, mais c'est pas pour ça que je vais le croire. Tout à fait. Je vous en prie. Pardon. Non, mais je crois que ce qui est très important aussi, c'est de comprendre comment l'information est triée. Et c'est basé sur des algorithmes de recommandation, de tri, etc., qu'on ne comprend pas, qui sont aujourd'hui des boîtes noires. Même les régulateurs, même les pouvoirs publics ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc, s'il y a quelque chose où il faut vraiment de la loi, c'est pour ouvrir le capot de ces plateformes et comprendre qu'il y ait des chercheurs qui puissent analyser comment ces informations se diffusent et quel est l'impact sur la démocratie, sur Comme notre c'est société. leur modèle économique, ils n'acceptent pas d'ouvrir le capot. Sur l'enjeu de l'éducation, j'écoutais attentivement ce que vous disiez. Nous développons en France un jeu sérieux qui s'appelle Classe Investigation. Classe Investigation, par exemple, on met les jeunes élèves en situation d'enquête journalistique immersive. C'est-à-dire que plutôt que de leur apprendre ce qu'est une fake news, on leur apprend déjà ce qu'est l'information. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important parce que ces dernières années, sous le prisme du développement des fake news, effectivement, on imagine que l'éducation aux médias et à l'information, c'est d'abord, effectivement, lutter contre les fake news. Absolument pas. C'est d'abord apprendre, effectivement, la fabrique de l'information sur des pédagogies actives, d'où l'intérêt d'utiliser des ressources comme les ressources ludiques, des jeux sérieux, de faire les médias par les élèves. C'est la semaine de la presse et des médias dans l'école que nous organisons chaque année, qui réunit 4 millions d'élèves. Là, véritablement, les élèves ont l'occasion de passer à l'acte et de comprendre toutes les difficultés de la fabrique de l'information. Ça me paraît quelque chose de tout à fait Vous êtes fondamental. d'accord, Arnaud Mercier? Oui, tout à fait. Je participe moi-même d'ailleurs à ces journées. Je ne le savais pas. Non, mais effectivement, je crois que c'est très important déjà de comprendre comment ils fabriquaient l'information parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une partie du succès des fake news est liée à la défiance vis-à-vis des médias. Ça a déjà été dit. Il y a quelques minutes, effectivement. Voilà. Et donc, rétablir ce lien de confiance en comprenant comment ça fonctionne, c'est aussi une des étapes. Je voudrais quand même dire quelque chose qui n'a pas été dit encore jusqu'à présent. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que toute personne qui partage une fake news le ferait parce qu'elle serait crédule et croirait vraiment en ce qu'il y a. Parce qu'il y a plusieurs psychologies qui expliquent le partage des fake news. Et par exemple, vous en avez une sur laquelle l'éducation n'aura pas beaucoup de prise, c'est le fait que vous faites un bras d'honneur au système, comme disent certains. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on sait que c'est faux, on pense que c'est probablement faux, mais justement, c'est pour ça qu'on le partage, parce que c'est une façon de défier les autorités, alors autorités politiques, défier les médias, ça va les obliger à réagir, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas
penser qu'on aura tout réglé par l'idée d'un espèce d'éveil critique parce qu'il n'y aurait que des crédules qui partagent. Il y a d'autres éléments, il y a de la propagande par les fake news, et ces gens-là, vous les ferez jamais changer d'avis non plus. Hein. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Et par ailleurs, ça a déjà été un tout petit peu dit tout à l'heure aussi, il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés par les fake news. Et donc, effectivement, il y a aussi tout un travail qui est un travail, j'allais dire, alors, si on continue, de formation continue, si vous voulez. Je crois que vis-à-vis des seniors, vis-à-vis des gens qui n'ont pas une familiarité forte avec l'Internet, il y a aussi du travail à faire de ce côté. Mais d'ailleurs, quand on parlait d'éducation, pour intituler cette dernière partie, on ne parlait pas forcément d'éducation dans le milieu scolaire, on parle d'éducation tout court. Elle est effectivement transgénérationnelle, c'est un peu comme ça. Et, pardon, il y a aussi la question que les fake news changent de forme, en fait. On a aujourd'hui la question des deepfakes, où c'est plus du texte, mais c'est de la vidéo, c'est des images. On va avoir de plus en plus du son avec les enceintes connectées, avec les assistants vocaux. Et on a aujourd'hui aussi des fake news qui se partagent beaucoup plus sur les messageries privées, ce qui est encore un challenge plus important. Alors, qu'est-ce que vous entendez par messagerie privée? WhatsApp, par exemple. Et donc c'est le cas au Brésil. Exactement. Le Brésil a fait énormément de dégâts pendant la campagne législative et présidentielle. Voilà. Et c'est encore un défi pour la régulation parce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas suivre et on ne sait pas encore comment régler ce problème. Et il s'agit effectivement d'apprendre le fonctionnement de l'information. Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une information fiable? Comment elle se fabrique? Il faut faire pratiquer par effectivement les jeunes l'information pour qu'ils comprennent encore mieux et ils intègrent effectivement ces différents processus. Et nous sommes à l'ère numérique aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'apprendre à coder et à décoder. Décoder, décrypter l'information, coder, avoir toutes les compétences et les connaissances en matière de codage numérique également. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de notre société à l'ère numérique. Est-ce que vous avez le sentiment, les uns comme les autres, Sylvestre Ledru, peut-être que c'est un combat qu'on peut gagner? Alors c'est un combat qu'on peut gagner si les politiques et la société civile commencent à faire pression sur les plateformes, parce que les plateformes, leur business model à l'heure actuelle, c'est de engager du clic, c'est-à-dire que vous proposez des articles qui peuvent vous intéresser, et c'est pas nécessairement des articles qui vont faire du bien à la société ou à vos réseaux individuels. Donc c'est important que ces plateformes commencent à transformer leurs algorithmes pour vous donner des informations qui soient vérifiées et vous indiquer quand ces informations qui soient partagées viennent de Comment sources ça se fait techniquement, légalement peut-être? Et ça se voit par exemple sur le refus de Facebook de laisser de côté les propagandes, les publicités politiques. On a vu que Twitter a fait ce pas très important. On voit Alexandria Ocasio-Cortez se fâcher contre Mark Zuckerberg dans l'hémicycle, mais vraiment, c'est le cœur de leur business model de pouvoir avoir des entrées contre en fait une influence politique, et ça c'est très dangereux pour notre démocratie. Serge Barbet et puis après Arnaud, merci. Juste une chose qu'on ne dit jamais, ces plateformes, ces géants du web et ces GAFAM ont également des ambitions en matière culturelle et éducative. Et donc, ils proposent également des contenus. Et moi, je m'attache beaucoup à regarder aujourd'hui ce qui est proposé sous couvert d'éducation aux médias et à l'information. Quels sont les contenus? Est-ce l'apprentissage unique d'une plateforme donnée ou est-ce effectivement un apprentissage de la démocratie, de la diversité culturelle? Il y a un enjeu pour les pays qui est immense là-dessus et je souhaite qu'on y travaille également. Arnaud, merci. Mais, parmi les bons réflexes à avoir, c'est justement lutter contre les trackers et de lutter contre les cookies qui, dans un certain nombre de cas, effectivement, vont vous enfermer. Il y a un chercheur à l'Université de New York qui a travaillé sur 116 sites d'information qui ont diffusé massivement des fake news pro-Trump pendant la campagne présidentielle. Alors, il travaillait là-dessus, les contenus, tout ça. Puis un jour, à un moment, il s'est dit, tiens, maintenant que je suis très souvent sur ces sites, regardons ce qu'ils ont laissé dans mon ordinateur. Des milliers, je dis bien des milliers de traceurs de cookies, etc. Et qui sont effectivement des pièges dans lesquels... Et donc, on est vraiment dans une logique où vous mettez le doigt là-dedans, et là, tout d'un coup, vous recevez des tas d'informations. Alors, il y a effectivement des navigateurs qui permettent de les éviter. Il y a aussi des petits logiciels qui vous permettent de... Alors, évidemment, ça dérange des fois, parce que si on a on a un bloqueur de ceci, ben, parfois, pour une action dans le e-commerce, ça peut vous gêner. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je crois qu'il faut avoir aussi
acquérir ce type de compétences, comment se protéger sur son propre ordinateur. Sylvestre Alors, Ledroit. je vais donner un simple chiffre. Donc, ceux que vous mentionnez, les cookies tiers et les trackers, on les bloque maintenant dans Firefox par défaut depuis début juillet. Et on a bloqué 1000 milliards de trackers sur nos utilisateurs. Donc, vous voyez la masse que ça représente de données accumulées et de tracking sur Internet. Serge Barbet. Et Il puis faut après, redire Jonathan l'objectif, parce que je ne l'ai pas assez dit, de cette éducation aux médias, et quels que soient les âges. C'est de faire adopter des réflexes positifs, de bons réflexes dans nos usages numériques, et ça marche. La carotte ou le bâton, c'est toujours un peu le côté prévention ou répression. Oui. Il faut quoi, selon Moi, vous je aujourd'hui crois qu'il faut de la conscientisation de la part des utilisateurs parce que finalement, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui donnent le pouvoir à Facebook, à Google, etc. C'est eux qui ont le choix. Et parfois, ils font le choix de la facilité, du parcours utilisateur plus customisé, plus personnalisé. Et ça peut aller très loin et ça va aller de plus en plus loin. Par exemple, maintenant, avec la reconnaissance faciale, on peut aller vers quelque chose de très dangereux pour notre société. Donc, il faut aussi que les utilisateurs fassent le choix d'aller vers des solutions plus protectrices, plus éthiques, plus décentralisées. C'est bientôt la fin de cette émission. Je vais vous demander un exercice qu'en général tout le monde déteste. En 10 secondes, l'un après l'autre, est-ce qu'on peut gagner ce combat et comment? En 10 secondes. Je vous laisse commencer. Je ne le pense pas, parce Merci. qu'il y aura toujours des gens qui voudront le faire volontairement, sciemment, pour des raisons idéologiques, des raisons de déstabilisation. Et ces gens-là, ils seront toujours là. Sylvestre Ledroit. Alors, je pense que ça va s'empirer par les deepfakes et après ça ira mieux. C'est mon côté optimiste. Je pense que l'éducation va gagner. Et c'est bien vous qui parliez, c'était pas un deepfake, Voilà. je confirme. Serge Barbet. Cela demande de la volonté, de la lucidité et du courage. Si nous voulons l'emporter, aujourd'hui, les choses sont en train de s'écrire et je crois qu'il y a urgence. Paula Forteza pour terminer. Moi, je crois que oui, mais la démocratie, c'est une bataille de tous les jours. Et donc, c'est pareil pour les questions techniques, comme par exemple pour les questions de cybersécurité. La menace, elle évolue toujours et il faut toujours aller derrière pour être de plus en plus apte à répondre aux nouvelles menaces. Voilà. Merci à tous les quatre, merci au public, merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission en Facebook Live sur BFM Business. À très bientôt, j'espère évidemment que vous en aurez appris plus sur ce qu'était une fake news et surtout sur comment s'en protéger. Je résume, vigilance, éducation et prévention. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était l'émission Mes Data et moi, Infox, la nouvelle épidémie du web avec Maïf.